La pâtisserie, les desserts, c'est tous les sens. Je suis pas d'accord avec les pâtissiers qui disent que le visuel n'a pas d'importance, il faut qu'il y ait le goût. Je pense que si nous, entre professionnels, on goûte des desserts, oui, on va plus s'attarder sur le goût que sur le visuel. Mais les desserts qu'on fait, ils sont pas que pour des professionnels, ils sont aussi pour des gens qui sont curieux, qui aiment l'art, qui aiment tout simplement les jolies choses. Et je pense qu'il faut qu'on s'applique, nous, pâtissiers, donc évidemment, à travailler le goût, ça c'est la base, mais le visuel a une grande importance pour moi et je trouve que des visuels marquants, le blé qu'on travaille, eh ben, il a une forme d'épi de blé. Quand on voit l'assiette, on comprend ce qu'on va manger aussi, quoi. La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leurs desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, j'ai eu la chance de rencontrer Adrien Salavert, qui a été nominé Passion Dessert en 2020 et qui, après plusieurs années en tant que chef pâtissier du restaurant étoilé La Réserve à Paris, vient de rejoindre le restaurant Les Belles Perdrix du château Trollon-Mondo, le premier grand cru classé Saint-Émilion. Désormais plus proche de la nature et des bons produits, où il puise ses nouvelles inspirations, il compte bien proposer des desserts toujours plus surprenants visuellement que gustativement. Dans cet épisode, Adrien m'explique que la pâtisserie doit faire appel à tous nos sens. Le visuel ne peut pas être sacrifié au profit du goût et inversement. Le tout doit être très cohérent pour nous faire ressentir de l'émotion à la dégustation. Son credo, plus on est créatif, mais aussi que travailler avec des producteurs passionnés permet de comprendre les produits et de mieux les respecter. Parfois, cela lui donne même de nouvelles idées d'alliance de saveurs. Bonne écoute! Bonjour Adrien. Alors, très récemment, tu as rejoint les Belles Perdrix, qui appartient au domaine viticole le château Trollon-Mondo. Est-ce que tu peux rapidement nous présenter ton nouveau projet et ce qui t'a décidé en fait à t'embarquer dedans? Bonjour, oui, effectivement, c'est un nouveau projet, un changement de vie. J'étais à Paris pendant 3 ans. C'est un peu le retour aux sources, quoi. C'est l'envie de verdure, l'envie de retrouver un peu l'essentiel de notre métier, d'être proche de la nature et de retrouver du sens un peu à la vie et à notre travail, donner du sens à notre travail. Et pour toi, la nature, c'est très important en pâtisserie. Enfin, il est très important en pâtisserie de donner une place à la nature. Oui, oui, je pense que, enfin, moi je suis quelqu'un qui a grandi à la campagne. Je me suis toujours vécu à l'extérieur. J'étais très peu devant les écrans quand j'étais petit, donc j'ai besoin de me sentir un peu en plein air, quoi. Et là, concrètement, quand j'ai visité donc le domaine, c'est juste magique. On est au milieu des vignes, de la fenêtre de la pâtisserie, je vois les chevaux qui travaillent les vignes. Enfin voilà, donc c'est le dépaysement total, quoi. Ah, c'est sûr que ça n'a plus rien à voir avec Paris. Non, c'est pas pareil, ouais. On va en reparler un peu plus tard en deuxième partie, mais tout d'abord, je te propose de revenir un peu sur ton parcours, mais sous le prisme des saveurs. Tout d'abord, c'est quoi les saveurs qui ont marqué ton enfance? Je dirais que c'est la crème de marron. Quand j'étais petit, ma maman faisait en dessert. Alors, c'était pas très compliqué, mais c'était du fromage blanc et de la crème de marron. Et avec mes frères, on se battait pour avoir la crème de marron. Donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, cette crème de marron. Et puis, encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir à manger de la crème de marron. C'est bizarre, mais j'adore ça. Donc tu le mets un peu dans plein de tes desserts à l'honneur. Pas trop, parce que c'est quand même très sucré. C'est tout l'inverse de ce que j'aime faire dans mes desserts et dans mes assiettes, mais je trouve que c'est quand même le côté réconfortant. Et puis il doit y avoir quelque chose d'émotionnel ou le souvenir de l'enfance qui revient quand je mange ça. Certainement, oui. Et c'est quoi ton plus beau souvenir gustatif? Je sais pas, je me dis il y a toujours, on est toujours dans l'attente en fait de découvrir quelque chose, donc j'ai pas vraiment de souvenir gustatif où j'ai
une émotion qui m'a marqué. Je prends du plaisir à manger à goûter tout ce que je peux avoir à portée de main, que ce soit des fruits, des légumes, de tout, même les herbes. J'ai tendance un peu à manger des herbes quand je me balade en forêt, à sentir des plantes un peu. Donc j'ai pas de sensation précise, mais je suis assez curieux de déguster et de goûter. Et quand tu goûtes des fois des herbes comme ça en forêt, ça peut aussi des fois t'inspirer derrière des nouvelles créations ou pas du tout? Ouais, alors des fois je me dis que j'aurais pas dû goûter parce que des fois c'est vraiment pas bon, mais mais et puis je me fais ma compagne se moque beaucoup de moi parce que elle me dit que je vais finir comme les lapins bientôt, mais je goûte. Oui, ça inspire. Des fois on tombe sur on a parfois des bonnes surprises. Hein. On tombe sur des je sais pas des saveurs particulières qui peuvent nous inspirer et nous emmener vers une création de dessert, hein, ça c'est sûr. T'as un exemple là tout de suite ou... De choses que j'ai goûtées dans la nature, non, mais récemment, c'est vrai que j'ai goûté la gastache et puis en fait, donc c'est une plante aromatique des potagers et puis en fait, c'est le parfum de la fraise. Alors ça a pas du Ouais. tout goût de fraise, mais je sais pas, il y a eu dans mon imaginaire, il y a eu cette association avec la fraise, ce côté un peu anisé qui est venu et voilà, ça s'explique pas trop, mais c'est un ressenti. Et puis quand on parlait d'émotion, c'est un peu l'émotion et le feeling que j'ai eu à ce moment-là. Très bien. Et comme tu as été pendant quelques années à la réserve, est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque justement ton passage dans ce restaurant? Le citron, le citron, ouais, j'ai travaillé un dessert au citron, le calisson en fait qu'on retravaillait un peu acidulé. Le citron et les amandes, ça c'est quelque chose que j'ai mis en place quand je suis arrivé à la réserve et ça fait maintenant donc quelques mois que je suis parti et ça y est encore à la carte et c'était quelque chose ouais, qui a marqué mon passage, je pense, là. Et c'était quoi les saveurs de ta toute première création? Moi, j'ai commencé en pâtisserie boutique, donc j'ai pas trop de souvenirs de mes créations en pâtisserie boutique, mais après, peut-être le premier dessert que j'ai fait goûter donc à Stéphane Carat, qui était mon premier chef de cuisine, je pense que c'est un dessert à la noix de pécan et au gingembre, à mon avis. Et oui, je suis quasiment sûr que c'est ça. Et c'est un dessert que j'ai retravaillé après quand j'ai continué à évoluer avec lui, que j'ai retravaillé et qui m'a suivi. Et c'est des saveurs que j'ai repris lorsque j'ai fait les championnats de France de dessert. Ok. Et au contraire, c'était quoi ta toute dernière création? Est-ce que là aussi tu as repris ces saveurs pour encore Non, l'améliorer? non, non, parce qu'en fait, je change un peu tout le temps. Je peux avoir une idée le matin et puis l'après-midi, je me dis, mais en fait, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut qu'on aille plus loin ou il faut la modifier ou c'est pas abouti. Euh, la dernière création que j'ai pu faire, euh, on travaille en ce moment sur un dessert au blé, donc ouais, voilà, je travaille autour du blé en ce moment, du blé et du pain. C'est Voilà. original. En même temps, le blé, je trouve ça original dans le sens où en même temps, le blé, c'est un peu un classique de la pâtisserie parce qu'on utilise enfin, tous de la farine de blé. Et en même temps, un dessert au blé, ça m'intrigue. On- oui, oui, on n'exploite pas beaucoup le blé, alors qu'en fait c'est assez intéressant. C'est quelque chose de très noble au final, hein, et, les saveurs sont très intéressantes à travailler. Et puis je trouve qu'avec du pain, ça a du sens, faire des dessert avec du pain et du C'est blé. vrai, complètement. Bah écoute, pour clore cette première partie, j'ai une dernière question. Ça représente quoi pour toi la pâtisserie? Mon métier. On parlait au début des choses qui ont fait que ça m'a donné envie d'aller par exemple au château de Tronon-Mondo, mais quand j'ai parlé avec mon chef de cuisine de nombreuses heures avant d'accepter la proposition, il avait cette définition de la cuisine en disant que c'était son métier et pas sa passion, mais Mm. qu'il adorait son métier. Et moi, je me suis vraiment ressenti dans ça. J'adore la pâtisserie, je vis pour ça parce que j'en fais 15 heures par jour. Mais je veux pas dire que c'est ma passion. Ma passion, voilà, j'adore jouer de la musique, j'adore écouter de la musique, j'adore les sports, j'adore tout ce genre de choses. Donc voilà, la pâtisserie, c'est mon métier et que j'aime beaucoup. Bah merci beaucoup. Écoute, en deuxième partie, je voulais revenir un peu vraiment sur toi, ton processus de création. Déjà, est-ce que maintenant le fait d'appartenir à un domaine viticole, ça a changé et ça a peut-être inspiré certaines de tes créations ou pas?
Oui, 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 tout à fait. En ce moment, on est en train de forcément que travailler dans un domaine ou dans un lieu où le terroir est très très fort, est très important et a une grande place. Forcément que nous, notre conception de nos desserts est impactée. En ce moment, on cherche à développer des choses identitaires qui s'inscrivent vraiment dans notre terroir. Et le fait d'avoir de la vigne autour de nous, d'avoir des barriques de vin, d'avoir des chevaux, d'avoir un potager, ça donne forcément, oui, beaucoup d'idées. Oui. Et est-ce que par exemple maintenant tu le faisais déjà pas mal de ce que j'ai vu, mais est-ce que tu essayes du coup encore plus d'utiliser du vin dans tes créations pour mettre aussi à l'honneur la région et puis peut-être le grand cru Oui, oui, oui. Le vin, on va le travailler. Ben, je travaillais un œuf vigneron du coup quand j'étais à la réserve, et là je le retravaille. Donc on est en train d'évoluer sur ça, mais on retravaille le vigneron avec le vin de la propriété, comme c'est comme un œuf meurette en fait, version sucrée. On retravaille avec le vin de la propriété. Il y a ça où on travaille le vin. Après, on travaille également avec les barriques de vin. Je suis en train de m'amuser à faire vieillir du chocolat et des fèves de cacao dans des barriques de vin. Ok. Je sais pas ce que ça va donner. J'espère que ça va être bon, mais voilà, c'est l'idée aussi de faire vieillir en fût. Il y a beaucoup de similitudes, je trouve, entre le chocolat et le vin. On parle de grand cru, on parle Ouais. de cuvée, voilà. Donc, et après sur les palettes aromatiques, il y a quand même des similitudes. Et puis au final, l'histoire du chocolat et du vin est quand même pas mal liée aussi, hein, avec les voyages qu'ont fait nos ancêtres. Donc voilà, j'ai hâte de goûter ça. On a fait vieillir du chocolat, on va faire vieillir du gruau de cacao et Et quand tu travailles le vin, comment est-ce que tu le travailles? Enfin, je veux dire, déjà sous quelle forme? Est-ce que tu l'intègres directement à tes desserts? Et puis si tu l'intègres directement à tes desserts, comment est-ce que tu fais? Tu vois plutôt quel type de préparation est-ce que tu vas privilégier pour le vin? Mais le vin, après, le but du jeu, c'est surtout de pas dénaturer le produit. Donc on le garde sous la forme liquide, on va pas faire une mousse ou D'accord. un crémeux ou un biscuit. On le garde, donc là, nous, on l'a travaillé avec une sauce, on l'a légèrement épicé, donc avec de l'estragon, de la cardamome, de la coriandre, voilà, ça lui donne des petits parfums épicé, herbacé, sans le dénaturer. Nous, on est sur un vin, les vins du terroir sont assez tanniques, ont du caractère, donc c'est dommage de cacher ça. Et tout à l'heure, tu en as parlé de ton œuf vigneron. Et en fait, enfin, de ce que j'ai compris, c'est en gros un dessert qui est conçu spécialement pour s'adapter, enfin pour s'accorder, pardon, avec le tocage, pardon. Oui. Et dans ces moments-là, comment est-ce que du coup tu as réfléchi ce dessert? Est-ce que tu as goûté le vin en amont et tu as essayé de lui associer plusieurs notes? Est-ce que du coup, à chaque chose, tu as goûté chaque ingrédient avec le vin pour voir s'il s'associait? Enfin, comment est-ce que ça s'est passé? Ben, dans un premier temps, c'est donc le chef Jérôme Banquetel avec qui j'ai travaillé pendant 3 ans à la réserve qui nous a fait goûter donc le Tokaj, un vin de Hongrie, un vin liquoreux de Hongrie. Le clin d'œil de la vigneron, je trouve, voilà, c'est toujours pour chercher un sens et une cohérence au dessert. Le vigneron, voilà, c'est la référence, c'est le, comment dire, c'est vraiment le clin d'œil de toute façon au Mm. vigneron. Donc on a voulu travailler le vigneron et après les parfums se sont dégagés à la dégustation. On a trouvé un vin qui est assez sucré, donc on est parti avec de la meringue, une coque en meringue. On est parti sur des notes de fruits, donc on a des notes d'orange, d'abricot. Donc voilà, on a travaillé après tous ces fruits euh, pour en faire un dessert. Ok. Donc c'est dans un premier temps, c'est la dégustation du vin qui a fait découler le dessert. Et là, donc sur le travail qu'on fait sur le vigneron, que je veux garder, mais sous une toute autre forme, c'est vraiment allier le dessert avec le vin et que le vin soit à part entière dans le dessert. Et que Oui, la sauce ce sera une sauce au vin rouge pour le coup avec le vin de la maison. Le vin a vraiment sa place entièrement dans le dessert. oui, c'est ça, et c'est ce que je voulais dire. Est-ce que maintenant, tu as de plus en plus envie d'intégrer le vin dans tes desserts, plus que d'en faire un accompagnement, enfin, je veux dire un Oui, mariage oui, oui. Oui, oui. Après, c'est important de pas non plus prendre des raccourcis et de pas mettre du vin
et des feuilles de vigne et de tout dans tous les desserts, mais oui, oui, bien sûr que ça donne envie de travailler ce produit. Le vin, ça va particulièrement avec enfin, ça dépend du type de vin, j'imagine. Mais par exemple, tu vois, tout le chocolat que tu fais vieillir en fût, est-ce que tu vas le marier avec du vin aussi ou est-ce que tu comptes un peu sur l'idée que les fûts peuvent donner la saveur à cette fève de cacao pour te dire qu'en fait, tu n'auras pas besoin de rajouter du vin en plus dans ce dessert? Mais je pense que je pars plutôt sur cette idée-là. Je sais pas du tout ce que ça va donner, donc c'est assez délicat de se projeter. Mais j'espère vraiment qu'on va avoir une palette aromatique sur le chocolat qui va être assez exceptionnelle, j'y crois. L'idée après, c'est peut-être, j'ai plusieurs idées en tête. C'est soit de créer un dessert avec ça et avoir suivant la dégustation. Est-ce que ça sera un dessert avec des fruits plutôt des fruits confits peut-être ou des fruits frais rouges, je sais pas trop, ou alors peut-être des fruits secs aussi parce qu'on a ce fruit craquant qu'on trouve un peu dans le vin. Ou alors peut-être que ce sera un chocolat qu'il faudra absolument pas toucher et que ça sera juste un chocolat de dégustation qu'on pourra peut-être mettre sur Ouais. table en milliardise ou en cadeau départ pour nos clients. Bon, ça c'est vraiment c'est la dégustation qui nous dira au cours des prochaines semaines. Et c'est le genre de petites expériences que tu aimes bien réaliser avec un peu tout. Est-ce que là, tu vois, tu as peut-être déjà aussi une autre idée de quelque chose d'autre que tu pourrais faire vieillir en fût Ouais, bah, je crois que je vais me faire. J'ai mon directeur qui va peut-être pas être content s'il remplit toutes les barriques du château avec tous les ingrédients que je trouve, mais oui, oui, si c'est concluant sur le chocolat, après c'est peut-être quelque chose qu'on peut reproduire sur d'autres produits, mais il faut que ce soit cohérent aussi. C'est pas, on va pas chercher à mettre quelque chose dans une barrique pour dire on l'a mis dans une barrique. Oui, bien sûr. Et en quoi, tu vois, tu disais aussi tout à l'heure que là, le fait d'être sur ce domaine, il y avait aussi un potager, etc. En quoi est-ce que ça a changé ton rapport au produit et peut-être aussi à la manière de le travailler? Ça a changé ma manière de travailler, de le percevoir, parce qu'on a la chance cette période de confinement et de fermeture du restaurant nous a permis aussi de faire un tour de tous nos producteurs. Moi, de les découvrir pour ma part, parce que je viens d'arriver sur le domaine, donc Ouais. d'aller à leur rencontre et de voir comment ils travaillent, de voir l'importance que le produit fini qui nous servent, qui nous donne, qu'on travaille nous, et à quel point il est important pour eux. Et puis en fait, c'est le fruit du travail d'une vie, quoi. Donc nous, on arrive derrière et on a ce produit dans les mains et puis c'est presque une responsabilité en fait Mm. quand on a croisé ces gens et qu'on voit un peu la vie qu'ils ont et le dévouement et la passion qu'ils ont. Et ben en fait derrière, quand on a le produit entre les mains au milieu du laboratoire, on se dit bon là il faut pas faire n'importe quoi, faut respecter le produit, faut le mettre en valeur et puis penser à ceux qui l'ont fait, ceux qui l'ont créé avant nous. Et dans la même lignée, est-ce que tu penses que c'est aussi très important de faire attention à l'environnement et la manière dont les produits sont cultivés? Bah, est-ce que déjà toi, tu trouves que ça change vraiment quelque chose au niveau du goût dans tes desserts? Et voilà, est-ce que tu trouves que c'est aujourd'hui un peu primordial ou je sais pas? Oui, mais je pense que c'est aussi c'est une époque, c'est la société qui est un peu qui s'oriente vers ça aussi, hein, vers le le locavore. Je pense que oui, c'est la solution. Nous, on va chercher tous nos fruits, tous nos légumes au maraîcher ou alors au marché 3 fois par semaine à Libourne, à 10 km de Saint-Émilion. Nos farines avec lesquelles on fait notre pain et toutes nos pâtisseries, c'est des farines qui sont issues de l'agriculture biologique. Et je suis convaincu que oui, le produit déjà gustativement a rien à voir. Il n'y a pas il y a pas de semblable. Et puis pour notre santé, je suis convaincu que c'est c'est la bonne chose à faire. Ouais. Mais du coup, quand on fait un bon dessert, à quoi est-ce qu'il faut faire particulièrement attention quand on sélectionne les produits? Toi, par exemple, qu'est-ce que tu regardes en premier quand tu vas tester? Je sais pas si, admettons, tu as envie de faire un dessert avec de la pêche, mais t'as pas encore de producteur de pêche. Comment est-ce que tu vas choisir euh, un producteur en particulier? Mais c'est une bonne question. J'aime beaucoup travailler avec des gens passionnés. Alors, je disais que la pâtisserie c'était pas ma passion, c'était mon métier, mais j'aime beaucoup rencontrer. On a rencontré des apiculteurs. J'ai presque envie de dire que même si, je sais pas, c'est terrible ce que je dis, mais même si leur miel est peut-être parfois un peu moins bon, il y a tellement d'amour dans certains produits et
de, de, d'envie, de passion dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils mettent, que en fait ça rend le produit encore plus magnifique, quoi. Et nous, quand on en parle à table et qu'on raconte cette histoire de notre producteur qu'on a rencontré, ben, le produit a peut-être gustativement est peut-être moins abouti, parce que des fois c'est des problèmes aussi de technique, c'est des processus de fabrication qui sont parfois un peu complexes, et des fois c'est des gens qui n'ont pas les moyens de mettre en place tous ces procédés de fabrication. Du coup, on a peut-être des produits qui sont un peu moins aboutis, mais le fait de raconter, d'expliquer à nos clients d'où il vient, qu'est-ce qui s'est passé sur ce produit, qui le fabrique, je trouve ça très important, et c'est comme ça qu'on choisit nos producteurs. Et toi, est-ce que ça t'aide aussi à créer? Est-ce que des fois ça t'inspire des desserts justement d'avoir rencontré des gens passionnés qui t'ont peut-être donné certaines informations sur leurs produits qui t'inspirent quelque chose? Oui, oui, le dessert au blé et au pain dont je parlais au début, c'est clairement le fruit de la rencontre avec notre céréalier, hein, notre céréalier qui fait les meunier, qui fait les farines, ils font les farines sur place. On y est arrivé, il était 13h, on est reparti, il était 20h30. On a discuté pendant voilà toute la journée, c'était passionnant. Ils sont deux sur une exploitation de 120 hectares avec une douzaine de centres de céréales différents. Et puis quand on se retrouve au milieu du champ de blé et qui nous raconte, moi le monsieur me racontait que par moment il y avait des pousses de safran qui venaient fleurir son pré au mois de septembre. Et ben moi oui, ça fait le lien. Donc le dessert au blé qu'on travaille, un sorbet safran dedans pour raconter cette histoire. Ça me fait penser, j'ai discuté avec Brandon Dehan il y a pas très longtemps, qui me disait que, en fait, lui, planter les choses dans son propre, parce qu'ils ont leur propre jardin à l'Hosto de Baumanière, et il me disait qu'en fait, planter, ça pouvait aussi permettre de comprendre le produit et donc d'inspirer des nouvelles choses. Et donc, en fait, je me dis effectivement, de savoir quel produit pousse à côté desquels, ça peut vraiment t'aider en termes de goût avec qu'est-ce qui se marie avec quoi. Enfin, là, ça a fonctionné, mais est-ce que tu penses que globalement, la nature est tellement bien faite que si les framboises poussent à côté de je ne sais Bien sûr. quel ingrédient, c'est que ça se marie gustativement. Bien sûr, oui, je pense que ça sert à rien d'aller marier les deux opposés. Donc, c'est pas à nous de faire ça en fait. Il faut qu'on reste cohérent avec le travail du maraîcher, de notre maraîcher. Nous, on a un jardin en permaculture où on a toutes nos herbes aromatiques et tous nos légumes sur place. On a profité un peu du confinement aussi pour y passer des journées avec lui, planter, faire les semis. Donc oui, forcément que c'est pas à nous derrière d'aller marier deux produits qui peuvent pas s'associer. Oui, non, mais c'est aussi que ça peut t'inspirer, en fait, tout simplement, tu vois. Et justement, là, c'est ça, cette histoire du safran, ça me fait penser à ça, qu'effectivement, en fait, voir tel aliment avec tel, enfin, qu'elle pousse finalement tout seul. Enfin, je sais pas si c'est le maraîcher qui l'a mis. Mais ça, il m'a pas dit, c'est le secret de la maison, mais enfin après les bulbes de safran repoussent chaque année, donc certainement elles ont peut-être été mises il y a quelques années, et puis elles repoussent, voilà, elles fleurissent le pré à chaque année en tout cas. Et participer, toi aussi, tu vois, à faire le semis, tout ce genre de choses, est-ce que c'est quelque chose qui te plaît? Est-ce que c'est un pan de ton métier que tu aimes bien et que tu trouves enrichissant pour quelconque raison? J'adore jardiner, donc on peut refaire un podcast après sur le jardinage, il y aura pas de souci. Non, mais j'adore ça, ouais, ça fait partie de mes passions. J'aime jardiner, j'aime faire pousser des pieds de tomates, j'aime faire pousser des courgettes dans mon jardin. Et puis quand je donne à ma fille qui a 1 an et demi et que je lui fais ses petits pots avec des courgettes qui ont poussé dans le jardin, avec les tomates de mon jardin, il y a un sentiment de fierté, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ouais, bah, c'est sûr que ça a pas enfin, j'imagine qu'un dessert, même un dessert ou un plat n'a pas la même saveur quand c'est toi qui l'a fait du début à la fin, si on peut dire. Exactement, exactement. Et est-ce que tu peux, nous raconter l'histoire un peu derrière le dessert qui t'a le plus marqué? Soit celui que t'as fait, soit celui que t'as goûté, enfin, je sais pas. Et qu'est-ce que c'était ce dessert? À quelle saveur, il était? C'est des bonnes questions. Mais il y a le calisson, évidemment, dont on parlait tout à l'heure, un dessert qui est assez marquant. Il y a la pépite aussi au chocolat qu'on a travaillé à la réserve, et un dessert marquant. C'était un dessert
quand j'ai dégusté ce chocolat, donc c'était un cuvée du sourceur de chez Valrhona, un chocolat lait Limera, 50%. J'ai dégusté ce chocolat, je me suis dit, wow, ça c'est un... La première bouchée, je me suis dit, mais en fait, c'est un chocolat noir. Puis après, en creusant, la fin de bouche était un peu lactée, mais vraiment pas sucrée. Et c'était assez surprenant. J'ai beaucoup aimé ce chocolat. Et du coup, comme je disais, c'est un chocolat du Brésil. Et je me suis dit qu'on allait travailler un peu les produits du Brésil pour l'associer dans ce dessert. Donc, on a travaillé ce chocolat avec la noix du Brésil, côté un peu gras qui allait très très bien sur le chocolat. Euh, et derrière, on a ramené un peu de fraîcheur avec une sauce au maté. Euh, et on a, enfin voilà, ça c'est quelque chose qui se mariait très très bien. Euh, et après, enfin, ouais, je sais plus où j'allais, mais Et visuellement, il ressemblait à quoi? il ressemblait à une pépite de chocolat. Quand on évoquait le chocolat au travail, on s'est dit mais c'est quoi la première chose qui nous vient, et puis on est Mm. parti sur la pépite de chocolat, et puis en fait on est parti sur une pépite d'or, comme si ça revenait d'une découverte d'une pépite d'or du Brésil, et on la servait en salle dans un coffret avec plein de pépites noires, et ces deux pépites d'or comme un peu un trésor qu'on venait de trouver et qui arrivait directement du Brésil. Et là, ce qui te l'a inspiré, c'est vraiment d'avoir goûté ce chocolat. Enfin, Oui. des fois, en fait, c'est ça. Des fois, c'est des ingrédients que tu vas manger et tu vas ressentir tellement quelque chose de bon que tu veux le mettre en avant. Des fois, c'est... Ouais, c'est souvent ça. On va goûter un produit, on sait parfois pas du tout ce qu'on va en faire, et puis on se dit là faut qu'on creuse un peu parce que c'est vraiment très intéressant, quoi. Ce produit, on a envie de le faire découvrir à nos clients. Alors des fois ça fonctionne, des fois c'est des échecs, mais c'est souvent le cas. Ouais, on est toujours à la recherche, toujours à l'affût de la découverte d'un nouveau produit. Et puis comme je disais au début, c'est des produits sucrés, mais c'est toujours passionnant aussi. Moi, j'adore aller en cuisine, goûter un peu les sauces, goûter les herbes, goûter tout ce qu'ils peuvent faire, tous les produits qu'ils peuvent travailler pour s'enrichir, quoi, pour enrichir notre palais. Ouais, c'est ça. Ça, c'est quelque chose que tu fais vraiment assez régulièrement de goûter ce qui se fait. Enfin, en plus, en Ouais. restaurant, il faut s'inscrire dans la continuité du repas. Donc, effectivement, goûter, enfin, ça peut t'aider à trouver l'inspiration. C'est ça exactement. Quand j'ai commencé avec le chef Stéphane Carade, ça a été le premier chef qui me disait viens goûter ce qu'on fait. Et puis j'avais pas ce réflexe-là. J'étais plus jeune, j'avais pas ce réflexe-là. D'une part parce que j'avais peut-être pas assez de curiosité, et puis d'autre part parce que j'osais pas. Mais lui m'a beaucoup poussé à venir goûter tout ce qu'il faisait, et puis en fait c'est là qu'on découvre de nouvelles saveurs, et puis on développe un peu nos sens, on développe notre palais. Ça nous rend plus curieux, et puis en fait plus on est curieux, plus on est curieux, et puis ça nous rend créatifs, et plus on est créatif, plus on est créatif. Donc c'est que bénéfique. Et j'ai aussi l'impression, enfin peut-être que je me trompe, mais que tu fais beaucoup de desserts en trompe-l'œil, qui du coup sont assez visuels. Tu as fait une pile de livres une année pour la bûche de la réserve, t'as ta tarte qui est une imitation d'une grappe de raisin, t'as cet œil du vigneron, pardon, qui est justement enfin, qui ressemble à un œuf. Qu'est-ce qui te plaît dans ce type de dessert? Pourquoi est-ce que tu aimes bien faire des trompe-l'œil? Enfin, J'aime peut-être que pas t'aimes trop pas du tout, hein. j'aime pas trop enfin, le terme trompe-l'œil, mais je trouve que la pâtisserie, les desserts, c'est tous les sens. Donc, je suis pas d'accord avec les pâtissiers qui disent que le visuel n'a pas d'importance, il faut qu'il y ait le goût. Je pense que si nous, entre professionnels, on goûte des desserts, oui, on va plus s'attarder sur le goût que sur le visuel. Mais les desserts qu'on fait, ils sont pas que pour des professionnels, ils sont aussi pour des gens qui sont curieux, qui aiment l'art, qui aiment tout simplement les jolies choses. Et je pense qu'il faut qu'on s'applique, nous, pâtissiers, donc évidemment, à travailler le goût, ça c'est la base, mais le visuel a une grande importance pour moi, et je trouve que des visuels marquants, le blé qu'on travaille, eh ben, il a une forme d'épi de blé
que quand on voit l'assiette, on comprend ce qu'on va manger aussi, quoi. Ouais, et puis peut-être que ça rentre aussi dans l'expérience finalement globale. Enfin, je veux dire, oui, effectivement, en fait, enfin, t'as raison, c'est vrai, en fait, la première chose qu'on voit, finalement, c'est le visuel de ce dessert. Et si tout de suite il nous intrigue, enfin, tu vois, moi, c'est vrai, quand j'ai vu les photos de cette pile de livres, je me suis dit, mais c'est superbe, enfin, tu vois, et effectivement, en plus, elle contenait enfin, une sorte de boîte qui contenait d'autres petites chocolats à manger. Et en fait, tout ça, ça rentre dans l'expérience globale de la dégustation. C'est ça, c'est exactement ça. Ça rentre dans l'expérience. Ça, je pense que ça contribue aussi à l'émotion. En tout cas, nous, c'est ce qu'on recherche, à créer une émotion quand on voit le dessert. Alors après, ça, généralement, ça, il y a une promesse qui est faite lorsqu'on travaille sur des visuels aussi marqués. Donc derrière, il faut que le goût suive aussi. Et c'est là où notre travail est le plus dur pour pas décevoir. Et du coup, justement, ce type de dessert, est-ce que tu penses le visuel en amont et après tu essayes d'associer des goûts qui pourraient correspondre, ou est-ce que en fait tu partais avec, enfin là par exemple le blé, tu avais ton idée du blé et puis tu t'es dit bah Et oui et puisque le c'est visuel est venu après. Ouais, non, non, ouais, c'est toujours dans ce sens-là. Après, la bûche dont on parlait, c'est un autre exercice. La bûche de Noël, c'est oui, effectivement, la bûche de Noël, c'est le visuel qui vient avant le goût. Mais ouais, pour un dessert à l'assiette, c'est jamais le cas. C'est toujours un goût, un produit qu'on découvre. Le chocolat pour la pépite dont on parlait tout à l'heure, le citron pour le qu'on a goûté avec les amandes et le calisson qui arrive après. Le blé actuellement, pareil, voilà, c'est d'abord des goûts et puis des visuels qui arrivent après. mais en tout cas pour toi, même si c'est du trompe-l'œil, ça, enfin même si t'aimes pas ce mot, mais ça doit Non, faire c'est... appel en tout cas à un des ingrédients du dessert, enfin à l'ingrédient principal. Je veux dire, tu ferais pas une lampe pour un dessert Non, au ouais, chocolat. non. Si je fais ça, il faut m'arrêter par contre. Mais non, non, c'est ce que je disais. Voilà, faut qu'il y ait une émotion et l'émotion, elle passe. Le message qu'on veut passer, il passe en donnant du sens. Faut que ce soit cohérent. Euh, c'est comme mettre des produits dans des barriques. Si c'est juste mettre des produits dans des barriques pour dire on a mis des produits dans des barriques, je trouve que ça a aucun sens. Mettre du chocolat, déjà c'est beaucoup plus cohérent et on commence à créer une histoire. Peut-être que sur ça viendra un visuel après qui naîtra, je sais pas, suivant les goûts qu'on a, suivant les parfums. Mais il faut surtout, on est toujours dans la création d'un dessert, on est toujours à la recherche enfin moi je suis toujours à la recherche de la cohérence. On va pas rajouter pour rajouter. On est plus souvent d'ailleurs à se dire ok ça c'est en trop, j'en ai trop mis, il y a trop d'informations. Euh, on va à l'essentiel. Là on travaille un dessert à la fraise. Je veux que quand on voit le dessert, on mange de la fraise. J'ai trop cette déception quand je vais au restaurant de prendre un dessert à la fraise et de pas avoir eu l'impression de manger de fraises. Ouais. C'est bizarre, hein, mais moi, le dessert à la fraise, ce que j'adore, c'est manger une fraise. Enfin, c'est le dessert de la maison, mais manger des fraises qu'on a préparées avant le repas avec du sucre, qu'on a laissé dehors pendant tout le repas, et puis quand on mange, à la fin, il y a ce sirop au fond. Enfin, au final, le dessert à la fraise, il faut qu'il y ait de la fraise. Donc là, on s'attache à ce que visuellement, ça ressemble à c'est des fraises qu'on a dans l'assiette, c'est des fraises. Après, voilà, il y a notre travail qui arrive, qui se voit pas, mais c'est pas le but qu'on soit démonstratif, mais notre travail se voit pas, mais quand on goûte, après, on se dit ah ouais, c'est quand même pas les fraises de la maison, mais ça m'a rappelé ces fraises-là qu'on mangeait quand j'étais à la maison. Ouais, c'est ça. Et ça, du coup, comment est-ce que tu le traduis, si je peux te dire? Enfin, est-ce que, tu vois, tu du coup utilises de la fraise à beaucoup d'endroits? Est-ce que tu mets juste très en avant la fraise et que tu viens la sublimer avec un peu de croquant, de moelleux? Enfin, je sais pas, tu vois, comment est-ce que tu fais pour que ça rappelle les fraises de la maison, qui sont effectivement un truc que tout le monde se fait avec ce petit sirop et tout. Justement, est-ce que tu essaies de remettre ce petit sirop, mais de manière enfin, plus élaborée, améliorée, je sais pas. Tu vois, comment est-ce Oui, que ça se passe? là, la démarche sur ce dessert, c'était de retrouver le croquant de la fraise, la texture de la fraise. Je suis pas fan de toutes ces travails sur la fraise. Je trouve qu'une fraise, on l'a en sirop dans le fond de notre saladier. On l'a
entière dans notre saladier et on a le bol de chantilly à côté, quoi. C'est un peu Ouais. le dessert de la maison. Du coup, c'est reprendre ces 3 codes. On le travaille du coup avec de la gastache, comme je parlais tout à l'heure, avec une note de Ricard également, puisque je trouve que ça se marie bien et ça me plaît bien. Et après, on joue sur les goûts, on intensifie les goûts, on utilise pas mal les cryoconcentrations. Alors, c'est certes un peu à la mode, mais c'est quand même vraiment très efficace sur certains produits. Sur une fraise, donc c'est-à-dire qu'on, avec la cryoconcentration, à la décongélation, euh, toute l'eau se sépare du sucre du fruit, donc on a vraiment des goûts très puissants. Donc on retrouve un jus de fraise qui est enfermé dans une euh, dans une gelée, et quand on mange ce jus de fraise, là on a une explosion de saveurs de Mm. fraise, et là ça rappelle tout de suite l'émotion. Quand j'ai fait goûter à mon chef, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit ah ouais, là on a vraiment le goût de la fraise. C'est ce qu'on fait. Pareil, on a travaillé un dessert avec du lait cru. On est allé visiter un producteur, un fermier qui a ses vaches et qui nous fournit en lait cru. Ce verre de lait cru, l'émotion qu'on a eue quand on a senti, quand on l'a bu, c'est le verre de lait du 4 heures, Ouais. du goûter, et c'est l'émotion qu'on veut faire quand on travaille ce dessert. Quand les gens vont goûter le dessert, on veut qu'ils retrouvent un peu cette émotion du goûter avec le lait cru, le chocolat qu'on a à 4 heures. Ouais, donc en fait, pour résumer, toi, pour créer l'émotion, l'objectif, c'est de reprendre les trucs sucrés simples que tout le monde fait et de Marquant, ouais. reprendre un peu les éléments phares de ces desserts, Oui, enfin, en cas et tout. c'est important parce que, comme je disais tout à l'heure, si on fait des desserts à des professionnels, on a des références sucrées qui vont être complètement différentes que tous nos clients qu'on peut avoir dans les restaurants. Donc, pour en revenir à l'épi de blé, dans le blé, on travaille une mousse, une crème anglaise qui est faite avec du pain grillé. Et quand j'ai fait goûter ça, tout le monde m'a dit ah ouais, ça c'est le pain grillé qu'on fait le matin au petit déjeuner, quoi. Cette saveur là, on la retrouve. Et je trouve que c'est très important parce que les gens, quand ils vont goûter le dessert, il se passe quelque chose et il y a une émotion qui se déclenche. Et je pense que lorsque l'émotion arrive et que le client a cette petite émotion, je pense que c'est à ce moment-là qu'on a bien fait notre travail. Ouais, mais c'est super intéressant justement de se dire qu'en fait, l'émotion, elle vient quand juste les saveurs nous rappellent quelque chose de super simple. Oui, c'est Mais le souvenir d'enfance. On travaille beaucoup avec des souvenirs, et j'ai des amis de mes parents qui sont passionnés de vin, et ils disent souvent une bonne bouteille, c'est pas le contenu, c'est surtout avec qui on le boit en fait. Et ouais. puis c'est un peu ça en fait. On va avoir une super bouteille si vous la buvez tout seul. Il n'y a pas vraiment d'émotion si vous la buvez. Par exemple, moi je me rappelle de la bouteille que j'ai bu de vin pour les 1 an de ma fille. Alors elle en a pas bu, mais je me rappelle de cette bouteille-là. Je me rappelle la bouteille que j'ai bu pour les 40 ans de mon frère, et c'était peut-être pas les. Enfin voilà, par exemple, mais c'était peut-être pas les meilleures bouteilles, mais il y a tout ce qui va autour, toute l'émotion, tout le souvenir. Il y a un gros travail sur le souvenir, et c'est là que le produit est sublimé en fait. Donc nous, on n'est que des artisans. On fait on fait notre maximum pour que cette émotion apparaisse et que ce souvenir, ce souvenir revienne plus tard. Le plus beau des compliments, c'est quand on peut nous dire, voilà, on a passé un super moment, et qu'un an après, on nous dit, ah oui, je me rappelle le dessert, c'était une saveur de pain grillé. Enfin Ouais. voilà, c'est quand on a touché ça, c'est vraiment qu'on a réussi. Mais effectivement, tu vois, tout ce que tu me dis sur cette bouteille de vin, il y a plein de pâtissiers que j'ai déjà enfin, avec qui j'ai déjà discuté, qui m'ont dit ça, justement, que les souvenirs, en fait, c'était toujours des moments partagés. Mais tu vois, je trouve ça intéressant en fait, à quel point utiliser des saveurs qu'on a tous et qu'on connaît tous dans notre référentiel, c'est ça qui permet de faire appel aux souvenirs. Dans le sens où, tu vois, souvent, les souvenirs d'enfance, on en a tous, et ils sont tous un peu différents aussi. Mais tu Ouais. vois, je trouve ça intéressant ce truc d'en fait reprendre des petits classiques, mais qui sont très simples, et qu'effectivement on a tous. Parce que tu vois, bien sûr que t'arriveras pas forcément à refaire la tarte aux pommes que faisait ma grand-mère, par exemple, ou ce genre de choses, mais par contre, c'est vrai que le verre de lait super simple, bah, en fait, il est chez tout le monde. Et ça, Oui, c'est c'est ça. très fort. Enfin, C'est je trouve ça. ça très intéressant.
J'essaie de refaire le gâteau aux noix que j'avais à la maison quand j'étais petit aussi. Donc là, on est en train de travailler sur ça avec les noix du Périgord. Euh, j'ai ce souvenir-là. Moi, ça fait partie des émotions. Je parlais de la fromage noix et de la crème de marron. Il y a le gâteau aux noix quand on était petit. Je suis né, j'ai grandi en Dordogne, donc on a la chance d'avoir des super noix du Périgord. Et c'est quelque chose qu'on remet au restaurant et on n'est pas très loin de Dordogne et je suis sûr, j'espère en tout cas que ça réveillera quelques émotions. Ils diront, ah oui, ce gâteau-là, ça me rappelle Ouais. quand on était petit, on allait chez le boulanger. Voilà, c'est toujours cette recherche-là. Et du coup, c'est quoi l'ingrédient que t'adores travailler? Le chocolat, peut-être. Je n'ai pas d'ingrédient fétiche. J'aime beaucoup travailler le chocolat parce que c'est parfois des curiosités. Quand on commence, quand on est petit, on goûte un chocolat, on se dit bon c'est du chocolat, on Mm. goûte un autre chocolat, c'est du chocolat. Et puis plus on en goûte, et puis c'est là où je reviens avec la similitude avec le vin, c'est plus Mm. on en goûte, plus on se rend compte qu'en fait deux chocolats peuvent être deux chocolats noirs peuvent être deux produits mais complètement différents quoi. Et il y a des personnes qui peuvent ne pas aimer le chocolat noir, mais ils vont aimer ça. Donc je trouve que c'est assez passionnant à travailler le chocolat. C'est assez délicat aussi de pas dénaturer. Il faut que ça reste la star, je trouve, dans un dessert. Mais j'aime beaucoup travailler le chocolat. Et puis quand j'étais en boutique, j'étais chez un chocolatier et j'adorais quand on faisait du chocolat. Je rentrais chez moi, je sentais le chocolat sur moi et j'avais plus besoin de mettre de parfum. Je sentais le chocolat pendant toute la journée et il y a pire. Hein. Oui, c'est ça. C'est une bonne odeur, ça. Ouais. C'est agréable. Et au contraire, est-ce qu'il y a un ingrédient qui te donne du fil à retordre, que tu peux quand même aimer travailler, mais qui est toujours plus compliqué à appréhender? Que j'aime beaucoup, que je travaille peu et que j'aimerais travailler plus, c'est la tomate. Je trouve ça, une tomate qu'on cueille, qu'on mange directement sur le pied le matin ou le soir, je trouve que c'est assez exceptionnel. Il y a du sucre, il y a de la fraîcheur, il y a de l'eau, il y a quand même de la texture. Euh, et ça, c'est quelque chose que j'ai dans la tête depuis longtemps et je veux creuser sur la tomate. Et tu sais, est-ce que tu as déjà des pistes un peu avec quoi tu l'associerais pour que ça fasse plus sucré, entre guillemets? Pour le mettre en dessert, je pense que je la marierais peut-être avec un peu de caramel pour ramener un peu peut-être ce clin d'œil tomate tatin peut-être. Mm. Mais garder peut-être un gazpacho de tomates frais nature qui va venir casser ce sucre du caramel qu'on peut avoir dessous. Je pense que c'est quelque chose qu'on va travailler dans ce sens-là. Est-ce que tu aurais un conseil à me donner, moi qui suis pas pâtissière, mais qui aime bien faire des desserts, et que tu trouves qu'on donne pas assez? Et peut-être aussi un conseil que toi, tu aurais aimé recevoir, tu vois, quand tu as commencé. Là, aujourd'hui, le conseil que tu te donnerais peut-être à toi. Oser. Je trouve qu'on n'ose pas assez. Alors moi, quand je vais du coup, si je dois te donner un conseil à toi, il faut oser, et même si tu reçois des pâtissiers, il faut pas avoir peur de faire un dessert. Parce qu'à chaque fois qu'on va chez les gens, ils disent ah non, j'ai pas fait de dessert, Ouais. j'ai honte. Non, non, il faut oser. Et puis même pour nous, je trouve qu'il faut oser parce que c'est comme ça qu'on fait avancer notre métier. Je sais pas si on le fera autant avancer qu'il a pu avancer dans les 40, 50 dernières années. Même si ça fait tellement de temps que le métier est tellement en perpétuel changement que certainement que si dans 50 ans on se dira waouh, il y a eu beaucoup de changements qui ont été faits, mais c'est en osant qu'on avance. Il faut pas avoir peur de creuser, d'être curieux, de parfois se faire un peu violence aussi dans des associations. Si quand on goûte quelque chose, ça nous plaît à nous, c'est forcément que ça plaît à d'autres personnes aussi. Donc voilà, c'est Ouais. vraiment oser. Et puis quand on est à la maison, il faut oser. Moi, j'ai ma maman qui a fait une charlotte aux fraises ce week-end. Euh, du coup, j'étais sur mon travail de la fraise et de la gastache et je lui ai dit, mais les biscuits, on va les imbiber avec un peu de Ricard. Et elle m'a fait des grands yeux. Et elle m'a dit, c'est pas possible, t'es devenu fou. Et je lui ai dit, si, on le fait, on le fait. Et puis en fait, tout le monde a adoré le dessert. Donc voilà, faut oser. Et puis du coup, cet exemple, ça m'amène aussi, en fait, finalement, on peut tous aussi être un peu créatifs en faisant juste un petit twist, enfin, Oui, tremper ses oui, il biscuits dans faut. du Ricard, quoi. Oui, oui. Alors c'est un sirop au Ricard. Oui. Attention, il y a une nuance. C'est pas pour l'apéritif hein, quand même. Oui. Mais oui, oui, il faut à la maison, on a tous.
on a tous des feuilles de laurier. Moi, j'adore mettre dans mon riolet, mettre une feuille de laurier, par exemple. Et ça, c'est des choses que tout le monde fait. Tout le monde fait du riolet à la maison. Enfin, beaucoup, pas tout le monde, mais beaucoup de monde font du riolet. Euh, Mettre une feuille de laurier dans la cuisson, moi je trouve que c'est dingue, quoi. Ça dégage un parfum exceptionnel. Ça, c'est des choses, c'est juste, voilà, encore une fois, il faut oser puis se faire plaisir aussi, quoi. C'est s'amuser. La pâtisserie, c'est quelque chose qui doit procurer une émotion, qui doit procurer du plaisir. Donc si on n'en prend pas quand on l'a fait, c'est dur de. Bah écoute, merci beaucoup pour ce conseil. Maintenant, en troisième partie, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Donc déjà, la région bordelaise en 3 saveurs, ça donne quoi? On a quand même le raisin qui prend une place énorme sur la région de Bordeaux. Après, on a j'ai en tête l'air iodé pour avoir travaillé sur le bassin pendant quelques années, bassin d'Arcachon quelques années. J'ai en tête ce parfum d'air iodé. Et puis après, il y a le mythique cannelé qui est une saveur internationale. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà refait? Le cannelé, oui, oui, c'est quelque chose qu'on va sûrement servir en mignardise ou en cadeau départ parce que je trouve que c'est emblématique de notre région. Et quand c'est bien fait et que c'est frais, je trouve ça quand même très très bon. Et est-ce que tu pourrais imaginer faire un peu une genre de mini entremets ou dessert à l'assiette avec du cannelé, mais Jamais, jamais, non, non, on arrête là. Non, jamais, c'est pas possible. Non, j'ai du mal à concevoir un entremets au cannelé, j'ai du mal à concevoir un cannelé à autre chose que du rhum et de la vanille. Je pense que ça fait partie des choses qu'il faut pas trop, pour le coup, faut peut-être pas trop oser, faut pas trop innover. Je trouve qu'un cannelé, c'est très bon comme ça. Faut juste s'appliquer à bien faire et c'est pas si facile que ça. Mais quand c'est bien fait, que c'est bien cuit, bon, on parle souvent du cannelé comme gâteau de voyage. Pour moi, le cannelé, alors oui, c'est un gâteau de voyage parce que ça se conserve, mais le meilleur moment de dégustation, c'est 2 heures après le Mmh. four quand il a refroidi, que la croûte du cannelé est bien croustillante, il est mou à l'intérieur, ben c'est là qu'il est le meilleur. Comment est-ce que tu l'imagines, ta pâtisserie dans 5 ans? Je pense qu'il y a 5 ans, on m'aurait dit que ma pâtisserie était comme elle est aujourd'hui. Je sais pas si je l'aurais cru. Peut-être une pâtisserie qui va encore plus à l'essentiel. J'espère enfin, je fais tout en tout cas pour qu'elle continue de progresser, qu'elle continue d'évoluer. Après, voilà, je le fais avec envie, donc je sais pas comment elle sera, mais je pense que j'en aurais choisi les contours, donc j'en serais content. C'est quoi, le dessert que tu fais tout le temps quand on te demande de ramener le dessert quand tu es invité chez quelqu'un? Un entremets glacé, mais que j'achète parce que j'adore ça. Je trouve ça très très bon. En fait, je suis un gros gourmand. Je mange pas des grosses quantités, mais j'adore manger du sucre à la fin du repas. Donc, ça m'arrive. J'ai pas de honte à aller chercher un dessert dans le commerce et puis à le servir chez moi. Je trouve ça très bon. Mais si je dois faire un dessert, je ferai une tarte au citron. Parce que je trouve ça, j'adore ça. J'adore le citron, j'adore la tarte au citron, et ça fait partie des choses qu'on a du mal à trouver chez un artisan. Enfin, où j'ai du mal à trouver en tout cas une tarte au citron qui me plaise chez un Ouais. artisan, donc ça c'est quelque chose que je fais. Oui, puis je pense que personne l'aime vraiment exactement pareil, sa tarte au citron. Il y en a plus Non, acide. mais ouais, ouais, j'aime bien moi quand c'est bien acide. Et c'est toujours pareil. Si on fait une promesse d'une tarte au citron, j'ai eu un retour une fois comme quoi la tarte au citron était trop acide, mais bon, j'ai bien sûr qu'on écoute tous les retours, mais j'ai pris ça pour un compliment. Est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien créer un dessert à 4 mains? Si on peut rêver, moi j'aimerais faire un dessert avec Philippe Conticini, ouais. Ça me plairait beaucoup, ouais. Je pense qu'il y a des choses plutôt sympas à faire avec lui. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je l'ai rencontré que peu de fois, mais les échanges ont été toujours très constructifs. La personne, les valeurs humaines qu'il a ont l'air de ce que j'ai ressenti et de ce que j'ai pu échanger avec lui ont l'air vraiment top. Et puis ben, le retour sur la dégustation, ben voilà, clairement un palais incontestable, et je pense que travailler et créer des choses avec lui, ça doit être énormément enrichissant. Ouais, c'est sûr. Et si là maintenant, je te demande d'essayer de créer un dessert qui évoquerait une balade dans Bordeaux, qu'est-ce que tu ferais? Alors la balade dans Bordeaux, je suis pas sûr que ça m'évoquerait beaucoup de desserts. Ce serait une balade en Dordogne, peut-être que Bah, une balade en euh, Dordogne alors. ouais, une balade en Dordogne, ben,
pense que je travaillerai la noix du Périgord, parce qu'il y a des noyers partout. Ou alors je travaillerai la truffe aussi, parce qu'il y a beaucoup de chênes truffiers en Dordogne. Alors c'est pas la saison, mais du coup la noix avec quelque chose de floral, quelque chose d'herbacé également, parce que c'est très vert, c'est des paysages très verts, donc il faudrait y réfléchir. Je me suis pas penché assez sur la question, mais je partirais peut-être sur la noix et un côté herbacé. Très clair. Et ben maintenant, j'ai 5 dernières questions. Déjà, plutôt agrumes ou chocolat? Les deux. C'est un peu des opposés. J'adore les agrumes. Il n'y a pas deux agrumes qui sont pareils. Il y a un nombre de variétés d'agrumes. C'est pharaonique. Même nous, en étant plongés en permanence dans les agrumes, quand je vais chez un pépiniériste d'agrumes, j'aime beaucoup y aller. Il y en a un près de Génie-les-Bains. Mais je découvre des variétés à chaque fois et je trouve que c'est passionnant. Et puis le chocolat, je trouve ça passionnant aussi parce que ça s'arrête jamais, quoi. Donc les deux. C'est vrai que mine de rien, on pourrait voir une petite similitude dans le sens où il existe tellement de sortes d'agrumes qui ont toute une petite spécificité, un peu comme les chocolats, quoi. Enfin, ça me fait Oui, penser à oui, ce que oui. tu me disais tout à l'heure. Plutôt gâteau de voyage ou dessert à l'assiette? Gâteau de voyage. Printemps ou automne? Automne. Plutôt raisin ou rhubarbe? Ben, si avec le raisin on doit faire du vin, plutôt raisin, mais sinon plutôt rhubarbe. Et enfin, plutôt l'œuf vigneron ou la cabosse pure Madagascar, qui sont deux de tes desserts assez types. L'épi de blé peut-être. Maintenant voilà, c'est ce qu'on disait. La pâtisserie il y a quelques années. Enfin ça c'était donc du coup il y a presque un an. J'ai des nouvelles créations et qui me ressemblent plus aujourd'hui, je pense. Oui, ça évolue aussi selon toi. Je pense que la personne qui le fait influe énormément sur le produit. Donc quand on change, eh ben, nos assiettes changent. Donc ouais, je pense que ça a un peu changé. Merci beaucoup et c'était un super mot de la fin. Merci beaucoup Adrien en tous les cas pour tout ce que tu m'as dit. Ton univers est incroyable et j'aime beaucoup justement toute cette vision très nature, sublimer des jolis produits et les retranscrire les plus joliment possible. Donc merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous invite à tester les petits tips d'Adrien. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine en compagnie d'Asna Ferreira. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!